Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Zigzag Café. Je rappelle qu'au cours de cette semaine, nous sommes en compagnie de Germaine Cousin-Zermatten, qu'elle est notamment l'auteur de Recettes santé de nos grands-mères, mais nous a amené dans des terrains bien plus passionnants encore, parce qu'elle ne fait pas que des recettes pour se soigner. Elle nous a parlé de la tradition, elle nous a parlé du passé, de la vie d'antan. C'est un vrai bonheur de vous accueillir. Et aujourd'hui, en face de vous, le prince Sadruddin Aga Khan, puisque aujourd'hui nous parlons beaucoup de la protection de l'environnement, des Alpes. Et c'est une bataille que vous menez depuis longtemps et je crois qu'on est très content de vous accueillir. Voilà, tout simplement. Sandy, présentez-nous nos autres invités. Eh bien, à côté du prince, eh bien, nous avons Denise Gauthier, qui est ethnobotaniste. Elle travaille au Jardin botanique de Genève pour la fondation Prospécier Rara. Et elle aussi travaille pour conserver les animaux, les plantes, et les légumes et fruits peut-être un peu trop oubliés. Avec nous également, on a Yvonne Preiswerk, anthropologue qui connaît le Valais sur le bout des doigts, et en tout cas sur 3 thèmes précis, la mort, les vaches et les femmes. Bon, c'est un peu résumé, mais on en avait discuté comme ça et c'était sympa. À côté d'elle, nous avons Norbert Zuffray, bonjour. Norbert Zuffray fait partie de la confrérie du safran, car le safran est encore cultivé dans le Haut-Valais, à Mound, et puis, entre autres, dans le jardin de Monsieur Zuffray. Et à côté de lui, c'est le fils de Germaine Cousin qui est venu nous rendre visite, Raymond Cousin. Et Germaine lui a transmis aussi son savoir et ensemble, il faut un bout de chemin maintenant. Voilà. Alors je vous propose, on va commencer par un sujet qui est un peu un sujet délicat et dont on a beaucoup parlé dans la presse. Parce que c'est dans les terres qui vous intéressent, c'est un acte stupide, ça pose un certain nombre de questions par rapport à ce qu'on veut faire face à des espèces que l'on essaye de réintroduire. Eh bien, regardez ces images d'un animal qui a désormais disparu du Valais, c'est le gypaète barbu. Sa noblesse et sa grâce sublime fascinaient ceux qui, en Valais, avaient pu surprendre ses évolutions. Cette majesté des airs, un gypaète barbu, évoluait donc du côté du barrage de Zeusier de l'Herborance, où il avait ses perchoirs favoris. Un oiseau tout semblable, du nom de République 5, offert par la Republic National Bank de New York, a donc été abattu mardi dernier par un chasseur braconnier du lieu. Le tireur égaré dit l'avoir pris pour un aigle. Grossière méprise. L'auteur de cet acte infâme, comme le qualifie la Fédération des associations suisses de chasseurs, risque maintenant 40 000 francs d'amende et une peine de prison. Mais ce qui compte, ce n'est pas les 230 000 francs qu'ont coûté le gypaète, c'est l'extrême rareté de l'oiseau dont le comité des Jeux Olympiques de 2006 en Valais avait fait son emblème. Mauvais augure? On laissera à Jacques-André Widmer le lien avec les Jeux Olympiques de 2001, mais Prince Sadruddin Aga Khan, le gypaète barbu que vous venez de voir, vous le connaissez bien, puisqu'avec Alpaction, vous avez réintroduit un certain nombre de gypaètes en Europe. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ces images-là ? Bien, vous savez, les gens devraient se rappeler que c'est beaucoup plus facile de tuer un animal que de le réintroduire, surtout quand il a disparu. On n'avait pas vu de gypaète en Valais depuis 100 ans. Et c'est la raison pour laquelle les gens de Comté et beaucoup d'autres Valaisans étaient très fiers d'avoir cet oiseau. C'est très long, c'est très coûteux. Il y a des quantités de gens qui travaillent pour la réintroduction du gypaète. Tous nos partenaires avec lesquels Alpaction travaille, 50 personnes qui travaillent à plein temps, qui ont suivi l'évolution de République 5 jusqu'à ce drame, et des milliers de volontaires qui participent également, et beaucoup de jeunes. Les gypaètes que l'on en voit sur ces images, ce n'est pas le seul que vous avez réintroduit. Non, vous en fait, depuis 10 ans, beaucoup d'organisations, d'associations et de volontaires ont réintroduit près de 70 gypaètes. Sur ces 70, il y en a 50 qui survivent. Et pour la première fois, on avait noté la naissance d'un gypaète depuis leur réintroduction en liberté dans son habitat, au-dessus du reposoir dans le Bargy. On espérait beaucoup que République 5, la femelle qui a été abattue,
pourrait former un couple et également commencer à se reproduire en liberté. Vous nous rappelez les dimensions de cet animal? C'est un animal extraordinaire, c'est le plus grand oiseau des Alpes. Il peut faire jusqu'à 2,50 m à 3 mètres d'envergure quand il est adulte. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se reproduire avant d'avoir environ 8 ans, donc on avait encore 3 ou 4 ans d'attente pour République 5. Et en général, il y a très peu de petits gypaètes qui naissent. La nichée souvent comporte 2-3 spécimens, dont un quelquefois survit. C'est jamais évident. Et c'est très très difficile à réintroduire, vous le voyez sur les images. L'habitat est absolument essentiel et l'habitat, il faut le respecter. Et c'est la raison pour laquelle les autorités locales devraient informer les gens, peut-être davantage qu'ils ne l'ont fait dans ce cas, sur l'importance de surveiller ces espèces et de les protéger. Si vous aviez en face de vous la personne qui est responsable de cet acte, que lui diriez-vous? Écoutez, je crois que cette personne se sent déjà assez coupable. Il me semble que pour sa défense, c'était plutôt maladroit de dire « Ah, je pensais que c'était un aigle », parce que les aigles sont protégés également, on le sait. Et puis de toute façon, ça ne se consomme pas. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Il voulait le monter en trophée. C'est tellement horrible de voir des animaux empaillés quand on peut les voir vivants. Et tellement de gens profitaient de ce spectacle extraordinaire. N'oublions pas que de tuer un animal, c'est d'arrêter la vie, c'est d'arrêter le mouvement, c'est d'arrêter toute la poésie de ce que la nature peut nous enseigner. Germaine Cousin, quand vous voyez ces images, quand vous entendez à la radio ou dans le journal, vous disiez que cet incident s'est produit, quelle a été à vous votre réaction? J'ai été très triste parce que moi j'aime beaucoup les oiseaux et chez nous on n'a pas eu la chance de voir celui-là, mais on voit de temps en temps des aigles et depuis Montmaillard je vois souvent les éperviers, je m'amuse à les suivre, je trouve ça merveilleux. Alors Alpaction se bat pour la préservation de la biodiversité. Alors, il s'agit de quoi au fond? Vous savez, le grand problème actuellement, tous les scientifiques nous le rappellent, les conférences internationales en parlent beaucoup, c'est le crash de la biodiversité. Et malheureusement, ce n'est pas seulement dans les forêts tropicales, mais c'est également dans les Alpes, où on assiste à une sorte de désertification des Alpes, due à beaucoup de choses. L'intensification du tourisme lourd, le trafic routier, la pollution en général, l'utilisation des produits chimiques, des pesticides, et j'en passe. Donc les espèces sont de plus en plus menacées, jusqu'à 50% des espèces alpines ont déjà pratiquement disparu. Et pourquoi Alors la biodiversité... pourquoi parlez-vous de biodiversité? Parce que la biodiversité, c'est finalement de pouvoir préserver toute cette interdépendance extrêmement fragile de la chaîne alimentaire. Un exemple très frappant, très révélateur, c'est la loutre qui a pratiquement disparu de tous les ruisseaux des Alpes en raison de la pollution. Comme elle est au bout de la chaîne alimentaire et qu'elle est carnivore, à force de manger des aliments qui sont pollués par les pesticides, elle ne peut plus se reproduire. Ça a tellement fragilisé tout le processus de reproduction. Alors c'est le cas pour beaucoup d'autres espèces, particulièrement pour des petites espèces comme les batraciens, comme les grenouilles, comme les salamandres, mais qui toutes ont leur fonction. Donc la biodiversité doit être absolument préservée et c'est un des buts d'Alpaction, que ce soit la faune ou la flore. Germaine Cousin, vous disiez en arrivant et en rencontrant Sadreddine Haqqaqan, mais finalement on se bat pour les mêmes causes. Oui, parce que moi, je me bats beaucoup pour garder la tradition, parce que ce qui était bon pour nos grands-parents et nos parents, je trouve que c'est toujours valable aujourd'hui. Bon, bien sûr qu'on n'a pas le même mode de vie, les plantes nous font moins d'effet parce qu'on a eu les vaccins, on a eu beaucoup d'antibiotiques, mais malgré tout, on a quand même des très très bons résultats. Quand vous voyez des gens qui se battent pour vos Alpes, là où vous résidez, là où vous trouvez vos plantes, vos herbes, vous devez être contente. Ah ben oui, je suis heureuse qu'il y ait des gens comme ça. Heureusement qu'il y a des gens comme vous pour défendre... Alors là, j'aurais voulu rappeler qu'Alpaction a toujours voulu se concentrer sur des actions très concrètes, n'est-ce pas? Éviter la parlotte, etc., et faire des choses sur le terrain. Je vous donnerai l'exemple très heureux d'un autre emplacement du Valais, qui est celui de Blatten, où nous avons, avec l'association des patrons boulangers de Suisse et les Amis de la Nature, nous avons réintroduit les techniques traditionnelles du vieux four à pain. Or, le vieux four à pain se fait avec des céréales qui sont encore organiques, qui sont des céréales plantées dans la région. C'est ce patchwork, cette espèce de merveilleuse diversité du paysage qui plaît beaucoup aussi aux touristes, et aux touristes qui font du tourisme pédestre, où nous avons des espèces qui sont des céréales organiques et qui représentent un réservoir génétique absolument extraordinaire. Or, tout ça avait disparu, et pour pouvoir faire ce pain qui vraiment est savoureux et qui a une qualité qu'on ne retrouve pas dans le pain industriel,
Blatten est le genre d'exemple qu'on voudrait pouvoir suivre dans beaucoup d'autres régions des Alpes, qui sont les régions qui vous intéressent. Et on essaye de promouvoir des sentiers aussi, avec nos partenaires, la Ligue suisse pour la protection de la nature et beaucoup d'autres, pour pouvoir faire en sorte que les gens découvrent ces paysages. Parce que la plupart des belles choses qu'on voit dans les Alpes, c'est aussi le fait de l'homme. Oui. Dernière bataille que vous menez aussi, ce sont les tourbières. Enfin, une des batailles, parce qu'il y en a beaucoup, hein, les tourbières, et notamment la tourbière de Viona. Oui, là aussi, c'est le résultat d'un partenariat qui groupait la Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura, la Mauritienne et beaucoup d'autres organisations. Et sur le plan de nos partenaires, il faut compter aussi Ciba-Geigy Novartis, qui avait acheté le terrain à l'origine. Ça a pris très longtemps pour le mettre sur pied. Et alors maintenant, nous avons une zone humide qui est protégée par la convention de Ramsar, qui est une convention internationale, où il y a énormément d'espèces qui vont pouvoir revivre et se reproduire dans une région du Bas-Valais qui est terriblement industrialisée et terriblement construite. C'était la dernière zone de la vallée du Rhône dans cette région du Bas-Valais qui était encore pas trop touchée. Alors ça a nécessité un très gros travail d'aménagement. Maintenant, il y a des sentiers de la découverte. Et ce qui est merveilleusement encourageant, j'étais moi-même là il y a très peu de temps, c'est de voir la manière dont les écoliers, dont les jeunes et dont les maîtres d'école aussi profitent de cette tourbière pour l'enseignement qui sensibilise les jeunes et qui, j'espère, évitera qu'ils commettront les mêmes erreurs que leurs aînés, comme dans le cas du Gypaète République 5. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? C'est un endroit qu'on laisse vivre à son rythme, à son gré? Qu'est-ce que c'est? Alors, une tourbière, c'est une région où il y a la tourbe, d'abord, qui malheureusement a été surexploitée comme combustible, ce qui a énormément appauvri, justement, la biodiversité et les richesses naturelles. Et c'est une zone où vous avez toute une chaîne de reproduction qui va du petit insecte, le plus petit insecte, jusqu'à des animaux beaucoup plus importants. Dans la tourbière, vous avez même parfois des cerfs et des chevreuils qui traversent, notamment pendant la transhumance des troupeaux sauvages. Et vous avez là tout un milieu qui est une véritable arche de Noé, si vous voulez, où on peut maintenir, grâce au biotope, grâce à l'habitat, tout un cycle. C'est-à-dire sans l'homme? Et toute une symbiose où l'homme peut très bien aller observer, mais avec le respect de la nature et dans l'espoir de pouvoir tirer de ces visites un enseignement. C'est ça la tourbière. Je vous propose que Germaine, elle va nous proposer une recette au fond, hein, mais je crois qu'on va aller chez vous, c'est encore plus simple. Je sais que vous aimez cet endroit, vous m'avez dit, ça fait 3 jours que je viens, c'est le 4e jour. Oui. Vous commencez à vous y habituer? Oui, je me plais beaucoup, il y a une bonne ambiance, je me sens vraiment très très à l'aise chez vous. Presque comme à la maison? C'est Pas différent, tout à fait, c'est quand tout même. à Vous fait voulez pas différent. exagérer, Je ne voudrais là. pas y passer là l'année. Vous savez que ça vous êtes serait- redoutablement entouré aujourd'hui, puisque dans notre public des Valaisans, Oui, et en particulier une forte délégation de Vercorin, merci. Alors, c'est attention à gentil. ce que vous dites, hein. Ah oui, de toute façon, il n'y a qu'à dire la vérité, comme ça on est toujours à sa Exactement. place. On vous retrouve chez vous. Vous savez tout pour vous soigner, vous trouvez absolument tout dans la région. C'est vraiment formidable. C'est vraiment le jardin du bon Dieu par là. Quelles herbes vous avez mis là-dedans? Alors là, j'ai mis d'abord de la saule, c'est une herbe très désintoxicante. J'ai mis l'impératoire, c'est une plante qui est cicatrisante. Et j'ai mis la mauve. La mauve, elle est adoucissante. Alors ça donne une pommade vraiment pour beaucoup de choses. C'est la base pour beaucoup de choses. Germaine aime à le souligner, rien de bien sorcier dans la préparation de cette pommade au saindoux, comme dans celle des huiles adoucissantes ou des sirops calmants. Juste des produits naturels, quelques ustensiles courants et une certaine dose de bon sens. Alors, les essences, j'ai mis l'essence de térébenthine, qui est bon pour les bronches, pour tout ce qui est rhumatismal, pour les douleurs. Et j'ai mis le genièvre, qui est aussi bon pour les coups qu'on reçoit, qui est fortifiant également. Et là, j'ai mis l'huile de l'essence des 24 plantes, parce qu'il y a un mélange de toutes les plantes qui est aussi très bon pour les bronches et pour les mains, surtout pour les mains gercées, pour les durillons et tout ça. Donc c'est une pommade qui agit un peu pour tout. Un peu pour tout, oui. C'est une pommade qui est pour tout le corps, mais on ne l'utilise pas pour le visage. Elle est un peu trop forte, mais on l'utilise pour tout le corps, sauf le visage.
Et alors maintenant, c'est la dernière opération. Il faut bien la travailler pour que les essences se mélangent. Et puis pour savoir si mes essences sont à la bonne quantité, voilà, on les sait. Alors si on ne sent plus du tout le saindoux, alors c'est bon. Le savoir de Germaine n'est pas à vendre. Elle préfère le troc ou qu'on lui rende en échange de menus services. Tout genre d'empoisonnement, du sang, contre la grippe, les brûlures d'estomac, la diarrhée, usage. En tisane, teinture mère, c'est bon. alcoolat. C'est bon. Cette connaissance, Germaine ne tient pas à la garder secrète. Au contraire, elle trouve important de la transmettre. À son fils d'abord, et puis à un plus large public grâce à un livre qu'ils sont en train de rédiger. Par ailleurs, en été, Germaine organise aussi des mini-stages pendant lesquels elle transmet certainement autant ses recettes que son émerveillement devant les richesses de la nature. Vous aimez vous revoir comme ça? Oui, ça me rappelle de très bons souvenirs parce que comme on avait eu l'équipe qui sont restés 3 jours là-haut. Ils sont installés chez vous comme ça, Ah, 3 oui, jours. Et puis ils ont mangé ma cuisine et tout. J'avais un peu un souci au début, mais j'ai vu que ça leur a tout à fait convenu de manger des plantes du pays, même des plantes Venez la sauvages. prochaine fois. Oui, Vous êtes invités, avec plaisir. Puis je vais vous faire des bons petits plats avec de la berce, de la cilette. Qu'est-ce que vous lui feriez au fond si Sadhguru Nagakan venait vous rendre visite? Je crois qu'en premier, je lui ferai une petite galette avec des flocons d'avoine et des herbes sauvages, parce que c'est la meilleure façon, au début, quand on n'est pas habitué aux plantes sauvages, c'est là qu'on les trouve. On lui ferait un bon petit papet de tussilage aussi, qui est délicieux. Et alors, je lui ferai aussi un sorbet avec le sirop des fleurs des Alpes et du vin blanc, qui est délicieux. L'eau à la bouche. Alors, pour compléter toutes vos recettes, je vais rejoindre Jean-Marc Darbelay parce qu'il est chargé chaque semaine de nous proposer quelques trucs de cuisine. Et alors, aujourd'hui, mission, c'était avec les herbes, bien sûr. Ah oui, bien sûr, on a beaucoup parlé ces derniers temps du côté prophylactique et thérapeutique des herbes, de jardin. Je vous propose aujourd'hui de parler plutôt de leur aspect, leur usage culinaire et même gastronomique. J'ai amené un certain nombre d'herbes qui ne sont pas des herbes sauvages, c'est-à-dire plus domestiques. Vous reconnaissez l'excellente aneth, un peu d'oseille, d'excellent persil plat, le goûteux, de la sauge goûteuse. Attention Jean-Marc, vous avez une experte qui vous observe là. Ne vous trompez pas d'herbe, je vous prie. Un peu de coriandre. Alors, les usages des herbes, je crois qu'on peut l'utiliser de manière assez différente en cuisine. Le premier procédé, peut-être, c'est l'infusion. Alors, l'infusion, je vous ai apporté du foin. Le foin a des valeurs odoriférantes très caractéristiques. Je rappelle que les vaches ne mangent pas n'importe quoi, contrairement à ce qu'on... Alors, le jambon peut se faire au foin. J'ai amené un cuit vapeur, donc il manque la partie vapeur. Vous faites macérer, infuser à la vapeur des tranches de jambon ou même un jambon entier si vous avez la place. Et ça vous donne un jambon absolument délicieux, souple et plein d'odeurs d'alpage. Et c'est vraiment excellent. Germaine, vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord, on peut continuer. Bien. Autre usage donc des herbes, par contact direct. Alors là, je pense que chacun connaît, pour être allé en Italie, la fameuse saltimbocca. La saltimbocca, c'est simplement un peu d'escalope, coupée très finement, sur laquelle on met un peu de jambon de Parme. Et puis, on agrémente ça de quelques feuilles de sauge, qui sont toujours excellentes et qui donnent un côté un peu acidulé à la chose. Vous ne mettez pas de sel, puisque dans le fond, le sel est apporté par le jambon, un tour de moulin de poivre. Vous pliez ceci en portefeuille et vous faites poêler ça et avec un risotto ou quelques tagliatelles, c'est excellent. Troisième recette. Troisième usage, la macération. Les herbes peuvent être coupées. Alors une chose, ne coupez pas les herbes avec ces engins du diable qu'on vous vend dans les expositions, ça vaut rien du tout. Un bon couteau, une bonne paire de ciseaux et l'herbe garde son sucre. Parce que sinon, vous détruisez complètement les herbes si vous commencez à les passer dans ces moulinex, je sais pas quoi. Alors, vous prenez pour cette sauce, c'est une sauce qui fonctionne par macération, ça s'appelle la sauce vierge, puisqu'on utilise de l'huile d'olive vierge. Et alors, on peut prendre du persil plat, de la coriandre, un peu d'ail,
qu'on trop, je vous prie. qu'on n'écrase pas trop, qu'on laisse infuser. Et puis quelques dés de tomates émondées D'accord. concassées. Vous mélangez ceci dans un peu d'huile d'olive. Et au bain-marie, il s'agit d'un bain-marie, vous voyez là. Vous laissez macérer ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure même. Et ça vous donne une sauce absolument extraordinaire qui pourra accompagner les poissons ainsi que les volailles froides. Merci Jean-Marc. Quelques lectures Oui, encore. quelques lectures. Alors, on a cité récemment dans cette émission L'herbier gourmand de Marc Vera, qui est un excellent livre, mais qui s'adresse quand même à des gens qui ont un certain niveau en cuisine. Je citerai aussi Herbes et épices, chez Nathan, qui vous permet d'identifier les herbes, qui vous donne leur usage en cuisine. Et puis, un ouvrage encore plus récent, il s'agit de Épices et condiments, chez Larousse. Et là, on vous donne plein d'idées, des mélanges d'épices, et on vous les décrit aussi, on leur donne leur histoire. Ce sont des livres assez passionnants que je vous recommande, et que vous allez retrouver, bien sûr, comme d'habitude, à la page 312 du télétexte. Merci Jean-Marc. Voilà, Je rappelle qu'il y a aussi La Marmite des Alpes qui est apparue aux éditions d'en bas, 71 recettes. Ce qu'il vous a dit là ne vous a pas étonné, vous connaissez ça très bien. Et là, qu'il se rassure, je n'ai pas l'électricité au chalet, donc je suis bien obligée d'employer le hachoir. Et puis j'aime beaucoup ça. Puis là-haut, on a tout le temps. Vous pensez aussi que le hachoir, c'est Oui, bien ça mieux donne que un les autre appareils goût, modernes. oui, tout à fait, on n'écrase pas la feuille comme avec un mixeur. Alors on va passer maintenant à un autre sujet, mais qui est le même, puisqu'on va parler des légumes, des fruits et un peu plus tard des espèces qui sont en voie de disparition. Avec madame. Avec Denise Gauthier, ethnobotaniste, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaille au Jardin botanique de Genève pour la Fondation Pro Specie Rara. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette fondation déjà. Alors c'est une fondation qui travaille un tout petit peu dans le même ordre d'idées de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. La grande différence, c'est que nous nous occupons d'animaux et de plantes domestiques. Donc depuis très longtemps, l'homme a domestiqué les espèces animales et végétales. Une grande variété de races et de variétés pour les plantes a été créée. Et actuellement, cette diversité est en train de se perdre. Dans nos assiettes, quand nous mangeons, nous ne retrouvons plus que quelques races animales, quelques variétés végétales, et toutes les autres, qui sont très souvent originaires de nos Alpes, sont en train de disparaître. Alors les légumes d'abord, qu'est-ce Oui. que vous pouvez nous proposer, puisqu'on va continuer le menu aujourd'hui. Légumes rares. Alors, il y a des choses qui paraissent rares ou qu'on ne connaît plus très bien. Peut-être le topinambour, le salsifis, le chervi. Ça, j'appellerais plutôt des légumes un petit peu oubliés. Et puis, il y a des légumes que tout le monde connaît très bien. La tomate, la pomme de terre, le haricot, le chou. Toutes ces espèces sont bien connues, mais les variétés qui ont été développées et qui se sont créées pour vivre avec les hommes dans les Alpes, elles sont en train de disparaître. Et c'est très dommage parce que c'était des variétés qui étaient particulièrement bien adaptées pour vivre dans ces endroits. Alors j'ai vu que vous aviez apporté sur ce plateau, on voit des images d'ailleurs, qui permettent... Oui, là ce sont des topinambours. Des topinambours. Mais qu'est-ce que vous nous avez apporté là? Alors, Étrange. Étrange, je vous ai amené une pomme de terre. Dites donc, votre pomme de terre, elle a une drôle de couleur. Alors voilà, les pommes de terre sont originaires d'Amérique du Sud. Ouais. Très souvent, là-bas, à l'origine, elles étaient de couleur violette, comme celle-ci. Alors vous pouvez la goûter. Elle est tout à fait bonne. Vous la mangez comme ça avec la peau? On peut la manger comme ça avec la peau? Oh, vous savez survivre. C'est pas comme l'IF, je crois. Non. Je vous explique. Voilà, cette pomme de terre, elle a... je trouve très bon goût. Ça a vraiment un goût de pomme de terre crue, je vous garantis. De pomme de terre crue? Elle a été cuite pourtant. Oui. Autant pour moi. Alors, cette pomme de terre, elle présente peut-être aux yeux de certains quelques désavantages. C'est-à-dire que si on veut l'appeler, il y a plein de petits yeux, etc. Elle n'est pas tout à fait calibrée, elle a des formes très variées. C'est une pomme de terre ancienne. Elle est menacée de disparition. Mais au niveau génétique, elle est très importante. Parce que si tout à coup nos pommes de terre étaient malades et qu'on voulait retrouver une espèce qui pourrait avoir une résistance à certaines maladies, on serait peut-être obligé de retourner vers cette pomme de terre-là. Et elle est menacée de disparition. On aura aussi un commentaire. Tout le monde a goûté la pomme de terre. Alors dites-moi, on a parlé des légumes, de quelques légumes, les fruits maintenant. Alors les fruits, je vous ai amené une très grosse pomme, une très petite pomme, beaucoup de variétés de pommes. Je vous propose un petit concours. Quand vous voulez. Voilà. Alors, vous commencez, vous me donnez le nom d'une variété de pommes. Je poursuis, le premier qui s'arrête a perdu. D'accord, la golden. Alors ça, c'est la pomme d'api étoilée. La poscope.
Je vous ai amené tout un panier. Hein. La Alors Boscop. ici, c'est une pomme rose originaire de Suisse romande. Alors, puisqu'on parlait de rose, la rose de Berne, Alors moi, je finis avec la rose de Mier, aussi originaire de Suisse romande. la Grafenstein. Oh, mais vous êtes très bon. La pomme chardonnier, originaire allez. de Glaris. Là, je vous laisse continuer. Vous me laissez continuer, Oui. alors je vous ai amené tout un panier. Ces pommes viennent de l'école horticole de Lullier qui me les a prêtées pour l'occasion. La rouge de Juvigny, originaire du canton de Vaud. La Madeleine, c'est pour vous madame, c'est une pomme valaisanne. Pourquoi les a-t-on oubliés ou La belle de Vaud-Marcus. Alors, toujours, en règle générale, c'est toujours pour une question de productivité. On a préféré planter maintenant à grande échelle des arbres qu'on appelle basse tige, qui produisent plus, qui produisent des variétés qui sont calibrées, plus faciles à ramasser, plus faciles à mettre dans des petits cajots, dont les fruits sont plus homogènes. Vous voyez ici, tous ces fruits que je vous ai amenés, ils Nous, ont on se des battra tailles pour la très belle de différentes. Vaud-Marcus. On trouve qu'elle a vraiment une très belle Moi, je appellation. dis un mot. Je vous en prie. Ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que en faisant en sorte que les arbres sont plus petits pour qu'on puisse accéder aux fruits, puis quand ça ne produit plus, on les élimine, puis on en reproduit, on en replante d'autres. On élimine aussi l'habitat de plusieurs espèces, et notamment de la chouette chevêche, qui est un animal absolument admirable, et qui date de l'Antiquité, puisqu'on les trouve sur les pièces grecques, de l'autre côté d'Athéna, la déesse d'Athènes. Et ces chouettes chevêches, il y en a environ près 150 couples qui survivent en Suisse. Et nous avons de la chance à Genève, parce qu'il y en a plus que dans la plupart des autres cantons. Mais elles nichent justement souvent dans les vergers, à condition qu'on laisse les arbres pousser et qu'ils puissent ensuite faire leur nid à l'intérieur de ces Je crois que arbres. vraiment on peut dire nous travaillons tous ensemble pour la même chose. Les C'est espèces la modernes conservation de la ne biodiversité. permettent plus aux espèces de se reproduire. n'est-ce pas? Alors, justement, à propos d'espèces, Oui. des espèces rares, parlez-nous des espèces rares d'animaux dans les Alpes. Dans les Alpes. Alors pour parler un petit peu du Valais toujours, nous nous occupons vous avez des images ici, de la sauvegarde du mouton roux du Valais. C'est un mouton qui est menacé de disparition. Vous le connaissez, Germaine? Oui, bien sûr. Il a est beau, une hein. laine. C'est un animal qui a une laine très intéressante. C'est une laine, on voit ici quelqu'un qui est en train de ramasser la toison, qui est une laine qui est réputée pour soigner les rhumatismes. Elle présente aussi l'avantage d'avoir une variété de teintes très grande. On n'a pas besoin de teindre la laine. Les fameux châles valaisans traditionnels sont normalement faits avec la laine de ce mouton-là. Et c'est un châle qui est très apprécié justement pour soigner les rhumatismes. Et puis là, Alors là, ce sont donc des images qui ont été prises au Jardin botanique de Genève. Les chèvres bottées, donc originaires de la région de Sargans, dans les Grisons. Elles sont aussi menacées de disparition. Alors très généralement, exactement comme pour toutes les variétés dont je pourrais vous parler, les variétés et les races, ce sont des animaux qui sont moins productifs et qui ont été un tout petit peu délaissés. Et ce sont des animaux aussi qui ne font pas partie des races reconnues qui touchent des subventions. Donc ces animaux sont moins souvent choisis par les éleveurs, ce qui explique aussi leur disparition. troisième proposition. Et aux surprises. Regardez, voilà. regardez, je l'attendais, moi. Alors, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un cochon laineux. Oui, je vais deviner un peu, mais Germaine, vous le connaissiez, vous, ce cochon laineux? Non, celui-là, je ne connais pas. Racontez-nous. C'est un cochon qui était très présent dans nos Alpes anciennement, avant l'apparition du cochon rose qu'on voit partout. Alors pourquoi il a disparu? Parce que le goût des gens a changé, parce que maintenant les gens veulent manger du jambon et puis du lard. Cet animal-là est réputé pour son lard. C'est un animal de pâture qui a besoin d'espace. On ne peut pas l'élever de manière intensive, on ne peut pas l'élever dans une porcherie comme on le fait avec le cochon habituellement maintenant. Yvonne Preisberg, prenez votre micro qui est juste en face de vous. Que vous inspirent ces espèces rares, ces légumes rares, ces fruits rares? Eh bien, je pense qu'il y a quand même un gros problème de société. Après la guerre, on a quand même poussé les individus de nos sociétés à être hyper productifs, à concentrer. Et bien entendu, ça a voulu dire faire des choix. Et les choix, bien entendu, ont favorisé ce qui était hyper rentable et ce qu'on pouvait concentrer dans la production. Et en laissant sur le côté du chemin toute une quantité d'animaux, de plantes et aussi, bien entendu, d'oiseaux qu'on essaye de réintroduire. À part ce problème de société,
je pense qu'il y a aussi des facteurs qu'il ne faut pas oublier, c'est que la nature, elle est faite aussi de choses mortes et qui doivent mourir. On ne peut pas tout garder. On a, dans cette fin de XXe siècle, un sentiment qu'on doit tout pouvoir garder. Alors je pense que par rapport au problème de la diversité, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir justement des laboratoires de conservation. Mais ce n'est pas nécessairement à tout garder pour tout réintroduire, parce qu'on va se noyer entre ce qui est moderne et ce qui est ancien. Et j'ai beaucoup aimé l'image où Madame Cousin est avec son fils, où d'un côté, elle manifeste tout le savoir traditionnel autour des herbes, ce qui nous importe immédiatement, et de l'autre côté, elle a son fils à l'ordinateur. Et moi, ça, c'est des images qui me plaisent beaucoup. Parce que la vie, c'est ça aujourd'hui. On ne peut pas vivre dans des archaïsmes qui demandent des efforts aux gens, alors qu'ils sont au chômage, alors qu'il y a des problèmes graves dans la société. Yvonne, je crois que vous avez envie de lui répondre. Allons-y. Oui, moi je voudrais quand même répondre une petite chose. Notre but n'est pas de conserver des races archaïques. Notre but est de conserver la diversité génétique. Une fois qu'une race est éteinte, elle est éteinte à tout jamais. Et puis actuellement, tout ce qu'on trouve dans notre assiette provient on a un appauvrissement génétique énorme. Si vous regardez en France, parce que j'ai les chiffres dans la tête, 75% du cheptel bovin représente 3 races. Et 95% de ces animaux sont inséminés de manière artificielle. Au niveau génétique, vous avez un appauvrissement énorme. Les animaux, si vous le voulez, ils sont génétiquement de plus en plus semblables. Et de quoi peut-on avoir peur alors? D'une maladie. Voilà. Si ces animaux sont tout à coup atteints par une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on ne pourrait peut-être pas combattre, ils vont tous disparaître en même temps parce que la diversité génétique devient de plus en plus étroite. Et c'est surtout là-dessus que nous essayons de nous battre pour conserver une diversité génétique la plus grande possible et avec cette diversité, conserver aussi la diversité culturelle, tout ce qui accompagne ces espèces qui ont été créées par nos ancêtres. Le cochon laineux, c'est pas seulement pour garder un animal qui est amusant, on ne cherche pas non plus à faire de l'élevage intensif avec ces animaux, mais il y a tout un côté culturel qui va autour. Anciennement, les selles étaient rembourrées avec du poil de cochon laineux. L'animal disparaît, le métier disparaît, la tradition disparaît. Vous avez bien compris, vous voulez réagir encore une fois, Yvonne? Oui, j'ai vu que vous n'étiez pas vraiment tout à fait d'accord, allez-y. Je vais réagir tout de suite, je suis tout à fait d'accord qu'on conserve et qu'on se donne les moyens de réintroduire si c'est nécessaire. Ça me paraît forcément évident. Ce qui me semble aussi important, c'est de penser aux hommes là-dedans, pas seulement à la biodiversité animale, et que les hommes puissent vivre dans une culture vivante, c'est-à-dire que les choses qui font le quotidien des gens, ils puissent s'en accommoder et pouvoir vivre avec ça. Alors, c'est le cas pour certains oiseaux, c'est pas le cas pour cette pomme de terre. À mon avis, moi, j'en mangerais pas volontiers. Alors, qu'on la conserve au niveau génétique, ça me paraît en effet fondamental. Mais on ne peut pas réintroduire toutes les diversités qui ont disparu. Je crois que vous avez bien compris. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, il y a une chose que j'aurais voulu ajouter. Je crois que ce n'est pas l'homme ou l'animal. Je crois que c'est les deux. Parce que toutes les espèces vivantes sont interdépendantes. Et alors, ce qui me frappe, c'est qu'avec l'élevage intensif, cette habitude barbare qui est de produire des animaux le plus vite possible pour le moins cher possible, à force de les bourrer d'hormones et d'aliments artificiels et de les attacher, ils ne peuvent pas bouger, etc., contrairement aux cochons laineux, eh bien, on produit finalement des aliments qui sont tout à fait malsains pour l'homme. Et on le voit avec la salmonellose, on le voit avec la vache folle, on le voit avec des quantités d'exemples. Ils sont trop nombreux pour être mentionnés ici. Et quand vous avez un élevage intensif et que vous mettez des milliers d'animaux dans un espace tout à fait vraiment concentrationnaire, dès que vous avez une maladie, c'est tous les poulets qui meurent, c'est tous les cochons qui doivent être brûlés. On a encore des tas d'exemples de ce genre. Alors si on veut préserver la santé de l'homme, il faut préserver cette biodiversité naturelle. Merci. Germaine, un petit commentaire, là, vous êtes d'accord?
Oh, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et nous, j'ai bien apprécié ces moutons parce que quand j'étais jeune, mon père avait beaucoup de moutons, 500 à 600 moutons qu'on avait chez nous. Alors, je connais bien la tonte, je connais bien le problème. Et les vertus de la laine aussi, les vous les vertus de connaissez, la laine bien et tous les soins qu'ils demandent pour qu'ils restent en bonne santé. Sandy, vous êtes allé voir l'un des plus grands herbiers du monde. Mais oui, on n'a pas vraiment toujours la possibilité. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin d'ailleurs. Non, il suffit d'aller... en fait, on a fait tous nos tournages plus ou moins au Jardin botanique de Genève, je dois vous avouer. Et on est allé voir l'un des plus grands herbiers du monde grâce à Denise Gauthier qui nous a permis d'entrer dans... C'est vraiment impressionnant. Hein. Vous êtes à l'extérieur, vous n'espérez rien, vous descendez, vous arrivez, il y a des bunkers énormes avec des portes coupe-feu et puis il y a 5 500 000 exemplaires de plantes que vous trouvez là-bas dessous, donc sous le jardin botanique. Mais toujours répertorié de la même manière, là. Toujours, mais oui, c'est ça. Feuilles. En 100 ans, on n'a pas changé, c'est toujours entre deux feuilles, c'est de la... En plus de 100 ans, en 200 ans. Enfin bref, c'est étonnant. Il y a des... L'herbier a réussi à commencer, si vous voulez, avec des gens comme messieurs Candolle, Delessert, Boissier, qui ont offert leur collection, leurs herbiers. Et là, on voit des plantes du Valais qui ont disparu. Vous voulez ajouter un commentaire? Non, je voulais simplement dire qu'il y a une valeur symbolique dans ça, qui me paraît très touchante et très révélatrice. C'est le fait que si on peut utiliser les abris anti-atomiques pour faire ce genre de choses, c'est beaucoup plus encourageant et beaucoup plus symbolique de notre espoir pour l'avenir que de se protéger de la radioactivité. Votre fils est là, on va lui demander de prendre son micro, si vous voulez bien, juste devant vous, le jaune. Voilà, d'avoir une mère comme la vôtre, qui est passionnée par tout ce qu'elle fait, qui a un savoir, est-ce que ça donne immédiatement envie de la suivre ou est-ce que vous avez hésité à vous dire je vais moi aussi m'intéresser aux recettes, je vais mettre moi des recettes sur ordinateur, je vais travailler avec elle? Non, avant d'en être là où on en est aujourd'hui, j'ai été d'abord... Je suis né, j'étais un bébé, un enfant. Ça, c'est assez commun. Hein. C'est évident. Et c'est en fait cette période-là qui était peut-être la plus importante pour moi, parce qu'elle m'a soigné avec des recettes traditionnelles. Mais je n'avais pas conscience, parce que c'était simplement naturel. Quand est-ce que vous avez découvert que votre mère avait cette connaissance? Eh bien, il y a une suite logique, c'est qu'après j'ai fait mon adolescence comme tout le monde. Et là, comme on dit simplement, je n'avais rien à cirer de toutes ces valeurs. Et j'ai fait ma crise d'adolescence, comme tout bon adolescent. Et c'est plus tard que j'ai été chercher bien loin, en fait, ce que j'avais déjà dans ma main et dans mon cœur. J'ai été né aux États-Unis, au Canada, au nord du Mexique, et par la suite, j'ai travaillé 4 ans en brousse africaine. Et c'est au contact d'autres cultures que j'ai découvert que finalement, il n'y a pas de grandes différences fondamentales dans les traditions d'ici ou de là. Et c'est de retour au pays, petit à petit, que je me suis rapproché des valeurs traditionnelles. Mais je trouve amusant d'aller quasiment à l'autre bout de la planète pour découvrir ce que j'avais déjà dans ma main et dans mon cœur au départ. Germaine, vous vous souvenez du moment où tout d'un coup, votre fils, enfin, qui s'est peut-être venu petit à petit, mais il s'est intéressé à ce que vous faisiez et puis vous avez décidé un jour de collaborer ensemble? Non, c'est venu petit à petit, parce que même quand il était en apprentissage, il me téléphonait, il me disait, j'ai un collègue qui souffre, il a souvent mal au ventre, qu'est-ce qu'il faudrait lui conseiller, ainsi de suite. Donc, il n'a jamais perdu le contact. J'ai toujours donné des petits conseils, surtout des conseils de prévention. Je l'ai toujours bien dit, quand le printemps et l'automne, c'est le moment de faire nos cures pour prévenir. En été et en hiver, on ne fait pas de cure de prévention. On soigne s'il y a une maladie, mais les cures doivent se faire quand la sève des arbres monte et quand la sève redescend, c'est très important. Et si on fait régulièrement nos cures 2 fois par année, une cure de prévention, chacun choisit celle qui lui convient, eh bien, on reste en bonne santé. Et votre fils prépare aussi des recettes? Oui, tout à fait. Donc maintenant, il est devenu expert dans tout ça. On fait les choses ensemble, on fait nos pommades, nos sirops, tout ça ensemble. Ce que vous avez dit à propos de la sève est passionnant. Vous savez que Alpaction cherche à restaurer les villages alpins qui ont été abandonnés, notamment des alpages, des ruraux. Et ils sont couverts de tavillons, qui est une merveilleuse manière de couvrir les chalets. Et il faut qu'au moment où le tavillonneur va couper l'arbre, il faut que la sève soit montante et il faut que ça coïncide aussi avec les cycles de la Lune. Donc vous voyez à quel point cet artisanat et ces traditions sont proches de la nature et de tout l'équilibre cosmique que nous avons perdu dans notre société industrialisée.
Ben, vous allez avoir un sujet de conversation quand vous irez dîner ensemble. Oui, alors là, il y a des choses à voir. C'est des choses que vous connaissez bien et qui vous passionnent. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que pour continuer justement dans cette globalité de la préservation, par exemple, si on essaye aussi de réintroduire ou de redévelopper ou de sauver une race comme le roux du Valais, c'est aussi peut-être pour permettre de redévelopper certaines régions des Alpes, où on peut permettre à des gens qui sont des éleveurs, qui élèvent de manière traditionnelle ces animaux, de pouvoir continuer leur travail dans leur milieu, qui est un milieu difficile, qui est les Alpes chez nous, et avec des animaux qui sont adaptés pour vivre dans ces endroits-là. Et la sauvegarde permet aussi de faire une sauvegarde du paysage, des gens qui vont autour. C'est vraiment un tout. D'accord. Un petit rappel quand même, hein, parce qu'en début de semaine, on a dit, attention, on vous parle de produits naturels, on vous parle de plantes, on vous parle d'herbes. Alors quand c'est Jean-Marc tout à l'heure pour le cuisine, ça va. Mais quelquefois, on peut se tromper. Hein, si on n'est pas très au courant des choses, on peut s'empoisonner alors qu'on espère pouvoir guérir ou avoir une saveur particulière. Et on vous a parlé de l'IF. Alors petit rappel. Dans la nature, énormément de plantes sont toxiques. Vous voyez ce petit fruit, c'est un fruit d'if. Il est comestible. Mais il est aussi toxique. Alors la rille qui entoure la graine est comestible et est réputée pour être comestible. La graine qui est à l'intérieur, qui est très dure, est toxique. Si on mord cette graine, les substances qui sont contenues à l'intérieur peuvent pénétrer dans notre corps et on est intoxiqué. Les feuilles sont aussi toxiques, la toxicité est la même. L'if est aussi une plante médicinale. On peut en extraire une substance qui s'appelle le taxol, qui est très utilisée pour des médicaments qui servent spécialement à soigner les cancers liés à la femme, à savoir de l'utérus ou des seins. Et je crois que ce qui est très important, c'est quand on veut consommer quelque chose, de consommer que ce que l'on connaît bien. En Suisse, il y a en moyenne entre 50 et 100 cas d'intoxication suite à une ingestion d'IF. Alors Sandy, vous nous avez alléché tout à l'heure à propos du safran. Oui. Étrange société qui s'occupe du safran. Oui, et puis le safran a un rapport direct, je dirais presque avec l'IF, puisque si vous consommez trop de safran, eh bien vous pouvez en mourir. Et ça commence d'une curieuse manière. Hein. D'une curieuse manière, parce que ça commence par une crise de rire, et ensuite c'est un problème nerveux, et vous... Non mais c'est vrai. On a d'ailleurs cherché ce matin en rédaction à qui on pourrait offrir une certaine quantité de safran. Je pense qu'on va faire un petit kilo, et puis on va regarder. On a une liste. Il y a quelques ouvrages qui sont consacrés au safran ce mois-ci, entre autres La Salamandre, qui consacre tout un dossier sur le safran, c'est vraiment très intéressant. Et puis avec nous, Norbert Zuffray, qui lui fait partie de la confrérie des Amis du Safran, la confrérie... La confrérie du safran de Monde. De Monde, parce que, et là aussi on parle de plante qui a failli disparaître en Suisse, c'est que le safran qui était cultivé... dans tout le Valais, si on peut dire, enfin, selon l'altitude entre, en tout cas... la rive droite de Martigny à Morel. Voilà. Et puis tout à coup, le safran a failli disparaître. Et il y a eu de nombreuses émissions radio, émissions télévision pour dire mais il ne faut pas faire disparaître le safran. Et il s'est arrêté à Monde. Il s'est arrêté à Monde et c'est là qu'il a survécu, introduit d'après les documents en fin du XIVe siècle. Ça, c'est les premiers écrits qu'on possède sur le safran. L'historique valaisan parle aussi du safran dans les différentes villes à Sion où on fournissait un très bon safran, à Sierre et la région en Chette-Ventoune où il a subsisté jusque vers 1928. Et puis à Monde. Voilà. Et M. Zuffray nous a fait la gentillesse d'amener quelques je fleurs. Vois quelques fioles, des fleurs. Voilà. Alors la fiole, c'est une liqueur de safran. C'est une liqueur tout à fait récente. Elle a été, comment dirais-je, pas découverte, mais fabriquée il y a 2 ans. Et depuis, au fond, le résultat, c'est que pratiquement... les surfaces cultivées en safran ont doublé dans la région de Monde parce qu'il y a là une source de revenus. Quel goût ça a à votre liqueur là? Parce qu'avec le prince, on n'est pas sûr de vouloir vraiment la goûter là. On hésite, hein. On hésite franchement. C'est peut-être pas sympa. Vous voulez rigoler? Je veux rigoler. C'est pas pire que le vin des glaciers. Quel goût ça a?
Crise d'hilarité. Dites-nous. Crise d'hilarité, oui, mais vous ne risquez pas. On risque pas grand-chose, il faut déjà une certaine tout quantité. au plus une ivresse. Il y a également la cuchole faite au safran. On voit les fleurs. Et puis vous savez que le safran est donc l'épice la plus chère au monde, plus chère que l'or. Il faut 360 000 stigmates, c'est-à-dire ces petits filaments rouges qu'on voit sortir de la fleur pour faire 1 kilo de safran qui sera vendu entre 4 000 et 8 000 francs. Mais alors, monsieur, je ne suis pas au bout de mon explication. Vous la goûtez, vous, la liqueur de safran? Oh ben, écoutez, vous en ferez ce que vous voudrez. Non, mais est-ce que vous la goûtez? Est-ce que vous la goûtez? Moi, je l'ai goûté à Monde l'année passée, parce que c'est l'année passée qu'elle est... Mais il y a longtemps... Il l'a goûté l'année dernière et puis... Mais je dois dire que je n'étais pas très convaincu. En tout cas, qu'on y retrouve l'arôme du safran avec un risotto, c'est bien meilleur. Je suis sûr. Merci en tout cas. Une dernière chose pour en terminer avec le safran. Vous savez qu'il y a des faussaires et au XVe siècle, eh bien, les faussaires étaient brûlés vifs. Et ils mélangeaient ça avec, alors j'ai noté, avec des fleurs de souci, de pavot, d'arnica. Ils en faisaient des petits filaments et ils essayaient de créer la confusion et de vendre. Ou bien ils l'aspergeaient un peu pour qu'ils prennent un peu plus de poids et pouvoir le vendre un petit peu plus cher. Et paraît-il, en tout cas dans ce qui est écrit dans la Salamandre, aujourd'hui il y a bien des grands magasins qui pourraient être brûlés vifs aussi. Ce sera peut-être un thème pour un bon entendeur. Bien sûr, on peut rappeler que la Salamandre est une revue faite par un jeune. Magnifique jeune qu'on pourrait inviter d'ailleurs à Zigzag Café parce que c'est une aventure folle que cette publication, tout seul, il l'a faite, n'est-ce pas? Absolument. Extraordinaire. Bon, ben voilà, ça c'est un des prochains invités. Germaine, dans notre semaine, on a une rubrique consacrée au look. Et puis, on s'est un peu posé la question quand même avec Jean-Claude Mercier, parce que pour certains, vous êtes quelqu'un qui apporte des recettes formidables. Pour d'autres, vous faites un tout petit peu peur. On s'est même demandé si à certains siècles, vous auriez pas eu quelques misères quand même. On aurait dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette personne qui, sur sa montagne, prépare des recettes? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des gens qui se disent, mais elle est étrange? Non, je ne crois pas, parce que moi, j'invente rien. Je continue la tradition. Si j'inventais, si je faisais des mélanges, là, ce serait dangereux. Par exemple, pour le safran, j'en utilise beaucoup et je le recommande pour ceux qui ont des problèmes de mémoire. À petite quantité, le prendre régulièrement, ça fortifie la mémoire, mais 12 grammes le même jour, c'est mortel. C'est ça. Et moi, j'en mets quelquefois dans mes liqueurs, c'est pour parfumer certaines liqueurs. Jean-Claude. Je vais essayer de me souvenir de ce que j'allais vous dire, parce que les problèmes de mémoire, ça peut aussi m'arriver. Du safran. Du safran, mais demain. Je vais encore essayer aujourd'hui sans. En vous voyant, c'est vrai qu'on aurait eu envie peut-être de parler des fées, de la bonne fée, de l'herbe verte, de la fée des Alpes. Et puis le costume des fées, c'est drôle, mais ça va pas très loin. Je crois que les fées, les sorcières, on en a parlé hier, c'est pas très loin. Alors j'ai presque préféré vous parler des sorcières, parce que c'est plus populaire. C'est aussi des tenues qu'on trouve plus facilement pour les plus jeunes, à porter dans les boîtes, dans des discos, dans des soirées gothiques, comme on appelle ça maintenant, où le noir est de mise, le velours, le bordeaux, le rouge. Et puis pour m'inspirer un petit peu de l'origine des sorcières, eh bien, je me suis inspiré d'un bouquin qui s'appelle tout simplement Sorcières de Erika Jung, qui est un livre merveilleusement illustré où elle nous raconte en détail l'origine de chaque pièce du vêtement, c'est-à-dire la cape, qui est l'espèce de manteau avec lequel on part dans les airs pour voyager, rencontrer la nuit. Le balai, bien sûr, que les dames mettaient à l'époque dans le lit, à leur place à elles, pour que le mari ne s'étonne pas de leur absence pendant qu'elles avaient des réunions en forêt. Et puis, bien évidemment, d'autres choses comme le chapeau, le fameux chapeau conique qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouquin, qui nous est décrit par rapport aux fées. Là, il y a un lien, puisque au XIVe siècle, un pape a décidé qu'on allait abolir le hennin, ce fameux chapeau pointu que les dames portaient à la cour, qui était aussi le hennin des fées, puisqu'il relatait trop l'histoire du diable. C'était évidemment l'inspiration, c'était le bonnet des sorcières, puisqu'à cette époque-là, c'est un bonnet droit. Le bord est venu après au XVIIe siècle. Alors, les sorcières de nos jours, c'est ça, la nouvelle formule des sorcières, c'est peut-être des vêtements un petit peu poilus, un peu latex, vinyle, brillant, plus proche dans les accessoires. Et pour terminer... Le cochon laineux, nous y sommes. Le cochon laineux, on n'est pas très loin. Et puis finalement, peut-être des ongles, je ne sais pas si ça vous inspire, porter des ongles de cette taille, bref... Du maquillage noir, en tout cas, la sorcière d'antan est extraordinaire. La sorcière d'antan est pas mal, elle est peut-être préférable. Magnifique. Elle s'exprime peu, mais elle est très expressive. Voilà. Je vous propose à tous une petite séquence parce qu'on a parlé de la réintroduction d'un certain nombre d'espèces. Alors, j'aimerais votre réaction. D'abord, ces images qui sont absolument superbes et qu'on va pouvoir commenter ensemble.
Hachette, Saint François d'Assise, Saint Nicolas, l'histoire a parfois fait des loups des animaux au service de Dieu. Cependant, seuls les saints sauvent le loup, car l'homme, en l'assimilant le plus souvent au diable et en jouant sur la superstition populaire, a été le principal artisan de sa destruction. Le loup, la réintroduction du loup, ça nous vaudrait une émission entière, mais réaction après ces images-là. Vous savez, moi je pense que c'est très important de laisser aux animaux leur territoire. Et ce qui me frappe toujours quand on voit des scènes de ce genre, où on voit les loups en train de dévorer une carcasse ou un animal qu'ils ont tué, peut-être même un mouton, une brebis, c'est que l'homme s'indigne toujours en disant « c'est affreux, ils ont tué une brebis ». Évidemment, il faudrait dédommager les bergers. Mais quand on pense à ce que nous faisons, nous, avec ces brebis, on les tue par milliers, on les expédie dans des conditions abominables. Le transport des animaux vivants est un scandale. On les envoie de Nouvelle-Zélande en Arabie Saoudite dans des bateaux effroyables. Et on se plaint quand un loup ou quelques loups mangent quelques brebis. Ça me paraît tout à fait déséquilibré. Si vous étiez éleveur de moutons, peut-être n'auriez-vous pas... je serais à ce moment-là certainement préoccupé pour mes brebis. Et je m'attendrais à ce que le gouvernement ou les autorités me dédommagent. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on décide de réintroduire une espèce comme le lynx, qui est un prédateur, où parfois il y a inévitablement des animaux domestiques qui sont domestiqués, qui sont touchés par le lynx, où on dédommage les propriétaires de troupeaux si jamais un lynx commet ce genre de méfait. Mais on ne peut pas éliminer le lynx ou arrêter un travail de réintroduction sous prétexte que quelques animaux domestiqués sont parfois touchés. Et alors une autre chose que je voudrais dire, c'est que quand on voit ces animaux en liberté, on ne peut que se rappeler les tortures qu'on leur inflige par le piégeage. Heureusement, c'est interdit en Suisse, mais il y a encore des pays comme les États-Unis, la Russie, le Canada qui pratiquent le piégeage. Et vous voyez des animaux comme ça qui souffrent pendant des heures, des jours entiers, qui meurent dans des conditions abominables, qui dévorent leurs membres pour pouvoir se libérer. Et ça, vraiment, ça doit être interdit. C'est une pratique tout à fait barbare. Merci de votre réaction. Germaine, merci d'avoir participé à ce 4e jour. Le loup vous inquiète, vous ? Non, donc là, pas chez nous. Nous, on a le lynx, on le voit deux fois, mais je l'ai toujours vu de loin. J'ai jamais eu la chance de le voir de tout près. Et c'est pour ça que j'ai toujours ma canne quand je vais me promener, parce que je dis, si je rencontre le lynx, si je rencontre un chien, ben voilà, je me sens sûre. Vous donnerez... Il ne fera jamais de mal. Non. C'est un bel animal, même vu de loin. Oui, il est beau, il est très beau. Oui, c'est une belle bête. Moi, j'ai eu la chance une fois d'avoir un jeune avec les phares des voitures dans le revers de soin, en paix, au milieu de la route. C'est très rare, mais j'ai eu la chance une fois à minuit d'en voir. C'est magnifique. Mille merci, on vous retrouve demain. À demain. On continue la fête demain. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes et à tous. Et puis, bon après-midi. Merci, Carolina.